Alors d'abord, bonjour à tous. Donc, bienvenue au Tech Days 2012. J'espère que votre parcours se passe très bien. Aujourd'hui, on va parler un peu abstrait entre guillemets, on va dire, mais on va essayer de mettre du concret le plus possible sur tout ça. Donc pour nous mettre tout de suite dans l'ambiance, on va commencer par une petite citation que j'aime bien, qui dit donc que, oups, voilà, que les logiciels c'est comme les cathédrales. D'abord on les construit et ensuite on prie. Excusez-moi, je vais juste relancer le PowerPoint parce que j'ai pas le truc ici. Hop. Je m'excuse. Hop. Voilà, très bien. Donc voilà, c'est une citation que j'aime assez en fait, simplement parce qu'elle reflète assez bien ce qu'on ressent nous en tant que développeurs ou architectes lorsque nous avons à développer des systèmes complexes type application d'entreprise. Alors ce sont des systèmes effectivement complexes, il y a des choix architecturaux qu'il faut faire, des décisions architecturales qu'il faut prendre dans ce genre de système. Et c'est important de minimiser le risque d'erreur, parce que l'architecture peut effectivement conditionner ou influencer en tout cas la réussite ou l'échec de votre projet. Donc évidemment, pour minimiser le risque d'erreur, il y a plusieurs moyens. Un des meilleurs moyens, c'est simplement de réutiliser ce qui marche. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc dans cette session qui est intitulée, ça arrive, Patterns et anti-patterns d'architecture pour les applications d'entreprise. Donc je suis Riana Rambouli-Manana, je suis développeur.net au sein de la société Cité Gestion. Alors, Cité Gestion, je suis développeur.net depuis un peu plus de 7-8 ans maintenant. Cité Gestion, c'est un éditeur de logiciels, de ce qu'on appelle logiciel de GMAO. Ça parle peut-être à certains d'entre vous. C'est-à-dire qu'on fait des logiciels, donc pour expliquer un peu le métier, si vous marchez dans les villes de n'importe, enfin dans les villes de Paris ou de Marseille ou ailleurs, vous allez certainement croiser des lampadaires, des feux rouges, des radars, ce genre de trucs, ce genre de choses qu'on appelle nous des mobiliers urbains. Donc, en fait, en réalité, vous avez des sociétés qui sont chargées d'entretenir ces éléments-là, donc de les réparer quand ils tombent en panne, par exemple. Et c'est là que Cité Gestion intervient parce que nous, on offre une solution logicielle à ce genre de société pour leur permettre d'avoir un suivi détaillé de leurs activités et aussi pour les aider à automatiser leur processus. Et pour ça, on utilise beaucoup les technologies Microsoft entre le récent et le très récent, WPF, etc., enfin la normalité maintenant. Et on a aussi une composante cartographique qui est très importante pour nos clients et pour nous-mêmes. Voilà un peu pour mon parcours. Donc avant de continuer, j'aimerais juste, parce que moi je me suis présenté, j'aimerais juste un peu savoir parmi vous combien sont développeurs, plutôt techniques. Ah ben très bien. Parce que ça sera une session assez technique, c'est pour ça que je pose la question. Ça ne sera pas évident pour les gens qui sont décideurs ou autres. Donc, voici l'agenda que je vous propose. Dans un premier temps, je vais commencer par faire un petit rappel ce que j'appelle redessiner le contexte. Donc, faire un petit rappel des termes qu'on verra le plus souvent ici, qu'on utilisera le plus souvent pour que tout le monde soit d'accord dès le début. À la suite de ça, donc, je vais continuer par les patterns et anti-patterns proprement dit. Alors ici, j'ai pris 3 problématiques bien distinctes, parmi les plus importantes, je pense. La première problématique, donc, ça sera l'organisation de la logique métier. Comment on peut faire pour organiser notre logique métier au mieux? Quels sont les choix qui s'offrent à nous? Nous y verrons quelques patterns. À la suite de ça, on va s'intéresser à la problématique d'accès aux données. Donc, comment est-ce qu'on peut organiser notre code d'accès aux données au mieux possible? Nous y verrons aussi quelques patterns. Et à la fin, nous verrons une problématique qui est de plus en plus importante de nos jours. Donc, c'est la problématique de la distribution. Alors, vous savez que les applications de nos jours sont très connectées. Donc, on passe tout par le réseau, Internet, etc. On a plusieurs tiers souvent. Donc, ça passe par le réseau. Ça crée évidemment des nouvelles problématiques. Et nous verrons ici quelques patterns pour essayer de résoudre ces problématiques. Donc après ça, ça sera la partie un peu théorique sur la présentation des patterns. À la suite de ça, je vais vous faire montrer un petit exemple possible d'implémentation pour tous ces patterns-là. Ce qui sera important dans cette partie d'exemple d'implémentation, ça sera la façon de voir comment les patterns peuvent se combiner entre elles, donc pour former notre application. Et avant de conclure, je vous ferai une petite introduction à 2 notions relativement jeunes, donc que sont Domain Driven Design ou DDD, et Command and Query Responsibility Segregation ou CQRS. Donc après la conclusion, il y aura une petite phase de questions-réponses où on pourra échanger. Voilà, donc je vous demanderai d'ailleurs de noter bien les questions et de les garder pour cette dernière partie. Comme ça, on en discutera un peu mieux. Ok, donc on va rentrer dans le vif du sujet, en commençant par redessiner le contexte. Donc premier terme qu'on verra le plus souvent ici, qui apparaît d'ailleurs dans le titre, c'est le terme application d'entreprise.
Alors, qu'est-ce qu'une application d'entreprise? Ici, j'ai pris une définition qu'on a fait Martin Fowler. Alors, Martin Fowler, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est c'est un programmeur objet très expérimenté. Qui a une grande influence d'ailleurs dans le monde de l'objet. Il a écrit beaucoup de livres, dont certains sont devenus des standards. Donc, il a tiré ces 4 caractéristiques-là. Alors, la première caractéristique, ce sont des applications en général qui manipulent une grande quantité de données. C'est plutôt clair. Deuxième caractéristique, ce sont des applications qui utilisent souvent des systèmes de persistance. Alors, de nos jours, ça sera souvent des bases de données relationnelles, si le NoSQL prend aussi de plus en plus de place aujourd'hui. Troisième caractéristique, ce sont des applications en général qui peuvent être utilisées par plusieurs utilisateurs en même temps ou non. Donc, il y a une notion de concurrence d'utilisateurs. Et dernière caractéristique, ce sont des applications qui implémentent en général des logiques métiers complexes. Donc, ça s'attaque à des domaines complexes, la finance, système de réservation d'avions en ligne, etc. Ce sont des systèmes complexes. Alors, si vous développez des jeux vidéo, des applications embarquées, un éditeur de texte, vous ne rentrerez pas dans ce cadre-là, par exemple. Deuxième terme qu'on verra le plus souvent ici, c'est le terme architecture. Alors, qu'est-ce qu'on entend par architecture? Il n'y a pas de définition exacte du mot, mais en tout cas, tout le monde est d'accord, en fait, tous les développeurs sont d'accord pour dire que ce qu'on appelle l'architecture en général dans un projet, ce sont les aspects techniques qui sont importants pour le projet. Alors, aspect technique, c'est-à-dire que ça peut être du code, des choix de technologie, tout ce genre de choses. Et important simplement parce que ce sont vraiment les fondations de votre logiciel. Donc ce sont des parties qu'il faut bien concevoir, sur lesquelles il faut minimiser le risque d'erreur, parce que plus tard, si vous deviez revenir dessus pour les corriger, ça sera très difficile. Une fois que votre maison sera debout, si vous avez mal fait les piliers, eh bien, ce sera très difficile de corriger ça par la suite. Et évidemment, les choix architecturaux influent sur la réussite ou l'échec d'un projet. Une architecture trop complexe aura peut-être tendance à allonger les coûts de délai, etc. Donc, forcément échec. Le troisième terme qu'on va voir, donc, c'est les patterns. Alors, qu'est-ce qu'on entend par patterns? Eh bien, les patterns, simplement, ce sont des pratiques de développeurs. Donc, c'est un terme qui est apparu en 94 avec le livre, je reparlerai un peu plus tard là. Mais en tout cas, c'est des pratiques de développeurs qui ont été formalisées, donc sous forme de noms, de problématiques et de solutions. Et en faisant ça, en fait, en formalisant les connaissances comme ça, c'est plus facile de les échanger. C'est-à-dire qu'on peut discuter en termes de patterns, par exemple, entre développeurs ou entre gens sur Internet, et simplement en citant le nom, eh bien, la personne en face va comprendre exactement ce qu'on veut dire. Donc c'est un moyen efficace pour échanger des connaissances. Ce sont des pratiques éprouvées bonnes. D'ailleurs, ça s'appelle bonne pratique en français, parce que ça vient du terrain à la base, c'est pas du tout théorique, ça vient du terrain, et ça a été formalisé. Et depuis l'apparition des design patterns, j'en parlais tout à l'heure, donc les design patterns, c'est en 1994, il y a un livre qui est sorti, le livre du Gang of Four, je pense que tout le monde connaît maintenant. Donc il y a eu les design patterns, il y a différentes catégories. Maintenant, vous avez des 4 patterns d'analyse. D'ailleurs, Martin Fowler, que j'ai cité tout à l'heure, a écrit un très bon livre là-dessus aussi. Et ici, aujourd'hui, on va s'intéresser à une dernière catégorie de patterns qu'on appelle donc les patterns d'architecture. Des patterns qui vont nous aider à prendre les meilleurs choix selon notre contexte. Anti-pattern, l'avant-dernier terme qu'on va voir ici. Alors, qu'est-ce qu'on entend par anti-patterns? Alors, les anti-patterns, à la base, ce sont des patterns aussi. Donc, ce sont des pratiques courantes de développeurs. Une solution récurrente que les développeurs appliquent à une certaine problématique. Mais sauf qu'au fur et à mesure de l'utilisation, tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, ces genres de pratiques sont contre-productives. Donc, la plupart du temps, d'ailleurs, ça résulte de patterns mal utilisés. Donc, utilisés hors contexte. On applique des patterns là où il ne faut pas. On applique une lourdeur de pattern alors qu'il ne le faut pas. Donc, ça crée évidemment des lourdeurs et ça crée des problèmes, etc. Et évidemment, les conséquences de ce genre de pratique, ça conduit évidemment à un coût élevé de développement. En termes de performance, vous pouvez avoir des logiciels qui rament. Ou simplement en termes de coût de développement. Lorsqu'il faut implémenter une petite fonctionnalité, ça prend énormément de temps alors qu'on peut penser que c'est facile parce qu'il y a déjà tout qui est fait. Le dernier terme qu'on va voir, c'est le terme business logic ou logique métier en français, qui parle à tout le monde aussi, je pense. Alors, ce qu'on appelle business logic, dans l'essence même du business logic, c'est un ensemble de règles métiers, donc ce qu'on appelle business rules, avec des workflows. Donc, c'est des règles métiers des workflows qui sont basés sur ces règles métiers. Si le client a plus de 5 ans d'ancienneté, appliquer 20% de remise, typiquement, ce sont ce genre de choses. Durant cette session, on va catégoriser les design patterns, les business logic en deux. Donc, on va voir ce qu'on appelle le domain logic et ce qu'on appelle l'application logic. Quelle est la différence? Alors, ce qu'on appelle domain logic, ce sont des logiques qui sont inhérents à un domaine, comme son nom l'indique. Alors, exemple, si vous prenez le système de commande d'articles en ligne, vous pouvez avoir une logique qui dit, par exemple, que les clients qui ont
qui ont 5 ans d'ancienneté, eh bien, il faut appliquer 20% de remise aux ces clients-là. Ce genre de logique est inhérent au domaine, c'est-à-dire que vous avez plusieurs applications qui implémentent votre domaine. Toutes ces applications devront implémenter cette logique. A contrario, ce qu'on appelle application logic, ou logique d'application, donc qui sont propres à l'application, eh bien, ce sont des applications, vous pouvez avoir deux applications qui implémentent le même domaine, mais ils implémenteront différemment certains use cases. Enfin, par exemple, si vous avez un use case qui s'appelle commander un article, vous pouvez peut-être avoir une application A qui va faire appel à un service de stock parce qu'il en a connaissance de ce service de stock. Par contre, l'application B va l'implémenter autrement. Mais les deux implémenteront la logique du domaine qui est donc ce que je citais tout à l'heure. Voilà. Donc, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, du coup, et parler donc des patterns et des anti-patterns proprement dit. Premier pattern que tout le monde connaît, on a tous appris ça, donc c'est ce qu'on appelle l'architecture en couche. On nous dit qu'il faut séparer nos applications en couches. Ici, j'ai considéré une architecture en couche avec 4 couches, donc présentation, service, business et data layer, data access. Et voici comment vont se présenter les patterns qu'on va voir aujourd'hui. Il ne suffit pas d'avoir les couches, il faut aussi savoir ce qu'on va mettre dedans. Donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Pour la première problématique donc de l'organisation de la logique métier, nous en verrons 3 ici de patterns. Le premier de haut en bas, c'est service layer, transaction script et domaine modèle. Deuxième problématique qui va nous intéresser, c'est l'accès aux données. Nous verrons 2 patterns ici aussi, donc, que sont repository et data mapper. Et troisième problématique, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, les problématiques de distribution. Nous verrons 2 patterns ici, donc, qui sont DTO, Data Transfer Object, et Remote Facade. On va commencer par l'organisation de la logique métier. Comment est-ce qu'on peut organiser notre logique métier? Quels sont les choix qui s'offrent à nous? En commençant par le plus simple des patterns, qui s'appelle donc transaction script, qui se trouve ici d'après le graphe que je vous ai montré tout à l'heure. Alors qu'est-ce que transaction script? Eh bien, transaction script simplement comme ceci. Pour chaque use case client, vous allez avoir sur votre code côté service une méthode qui va implémenter entièrement cette use case. D'accord? Donc si vous regardez par exemple l'illustration, on peut considérer qu'il y a 2 use cases, qui est commande d'article et réclamation. Eh bien, pour commander un article, vous avez une méthode côté service qui va implémenter toute la logique, application logic et domaine logic mélangés. C'est important, vous allez comprendre pourquoi, que je souligne ça tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pattern transaction script. Alors, quels sont les points forts et les points faibles de cette approche? C'est une approche très procédurale de l'organisation de la logique métier, c'est-à-dire qu'on va raisonner par procédure. Et donc, les points forts de cette approche, c'est que l'implémentation est facile, parce que pour nous développeurs, qui est la plupart de nous, peut-être, qui ont commencé par du C ou des langages procédurales, c'est plus naturel de programmer comme ça. Donc tout le monde sait programmer procédural, l'implémentation est facile, même si un développeur junior arrive sur le projet, il sait de suite écrire de la logique métier. Deuxième point fort, c'est qu'il convient mettre très bien aux logiques simples. Donc quand il n'y a pas beaucoup de concepts en jeu, quand il n'y a pas beaucoup de relations entre les concepts en jeu, eh bien ce genre d'approche convient très bien. Les points faibles de cette approche, et non des moindres, c'est la réutilisabilité et l'extensibilité qui est limitée. Du fait de l'approche procédurale, vous aurez plus du mal à réutiliser certaines méthodes qui existent déjà, par exemple, pour implémenter d'autres choses. Donc, du coup, le deuxième point faible résulte du premier, c'est qu'il ne convient pas aux logiques complexes. Qui dit logique complexe dit beaucoup de concepts en jeu, comme je disais tout à l'heure, avec beaucoup de relations, probablement beaucoup de règles métiers. Et forcément, ça demande de la réutilisabilité, que votre code soit extensible. Donc, ce genre d'approche ne convient pas forcément. Les anti-patterns fréquents lorsque nous développeurs, on implémente ce genre de choses. Le premier, donc, c'est l'anti-pattern qu'on appelle God class. God, donc, c'est Dieu en anglais. Hein. Alors, l'anti-pattern God class, c'est symptôme-ci. Donc, si vous regardez l'application, vous allez très vite vous apercevoir qu'en réalité, l'application est formée d'un gros objet, donc la God class, la classe Dieu, et toute la logique est concentrée dedans. C'est-à-dire que vous allez avoir plein de méthodes dans cette classe, et par contre, les autres classes, les autres objets, ils auront que des données, donc que des getters et des setters. La God class va tout faire. C'est l'anti-pattern, simplement parce que plus vous allez avoir de la logique, et bien plus cette classe elle va grossir et plus vous allez avoir du mal à l'entretenir. Ça c'est le premier point. Deuxième anti-pattern fréquent, c'est ce qu'on appelle donc spaghetti code. Alors tout le monde connaît les plats de spaghetti. Les spaghettis se mélangent entre elles sans logique particulière. Hein. Et bien ça arrive souvent dans ce genre d'approche. Plus il y a de la logique, plus les développeurs, nous, on a tendance à implémenter, réécrire par-dessus les choses qui existent. Donc au final, la logique se perd.
C'est-à-dire que vous avez un mélange de code avec plein de logique dedans, et on ne comprend plus trop ce qui se passe, quoi. Évidemment, c'est l'anti-pattern, parce que plus tard, 6 mois après, lorsque vous allez revenir sur ce code, vous allez déjà prendre du temps pour comprendre ce qui existe avant d'implémenter ce qu'il vous faut. Donc c'est l'anti-pattern. Et troisième et dernier anti-pattern fréquent, il y en a beaucoup d'autres, hein, là j'en ai pris 3, dans ce genre d'approche, c'est ce qu'on appelle copy-paste, donc copier-coller. Alors copy-paste résulte du premier point faible que j'ai cité ici, donc de la réutilisabilité, de l'extensibilité limitée. La plupart du temps, nous, dans ce genre de problème d'implémentation, nous allons avoir par exemple, moi, mon manager, il vient me voir, il me dit, Rihanna, écoute, j'ai un use case qui s'appelle commander un article, tu me l'implémentes. Ok, je fais ok, j'implémente, je fais une transaction script, je fais ma méthode, très bien, ça marche. Et puis quelques jours après, il revient me voir, il me fait, Rihanna, très bien, ça marche, mais en fait, il faudrait que tu implémentes aussi un use case qui s'appelle commander un article avec remise. Donc là, je regarde, je reviens sur mon code, je me dis, oui, c'est à peu près pareil que commander un article, mais quand même, c'est pas tout à fait pareil, donc je peux pas trop réutiliser ce qui existe. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais copier le code original, je vais coller, et dans le code copié, je vais modifier un peu pour que ça marche. Évidemment, ça marche, mais c'est un anti-pattern, parce que plus vous allez avoir ce genre de choses, plus ça va être un cauchemar en termes de maintenance. Si un jour vous deviez modifier la méthode originale, il faudrait que vous reparcouriez tout votre code pour tout corriger. Et encore, il faut savoir qu'il y a des codes qui ont été copiés par-dessus. Donc voilà la première approche la plus simple qu'on appelle transaction script. Une des alternatives, donc c'est le pattern qu'on appelle domain model, qui se présente comme ceci dans le graphe que je vous ai montré. Alors qu'est-ce que domain model? Domain model, c'est simplement une approche plus orientée objet de l'organisation de la logique métier. Donc au lieu d'avoir votre logique dans une grosse méthode, eh bien en fait vous allez concevoir des petits objets, plusieurs petits objets, dans lesquels vous allez partager les logiques. Et tous ces petits objets-là, ils vont collaborer ensemble pour satisfaire toutes les demandes. Donc c'est une approche très orientée objet. Vous voyez par exemple sur l'illustration, là j'ai 3 objets, donc commande, client, réclamation. Et vous remarquerez aussi que dans ce genre d'approche, domaine modèle, dans le domaine modèle, vous allez avoir essentiellement du domaine logique. On va tout de suite voir dans le slide, pas celui d'après, mais celui encore d'après, tout de suite pourquoi. Donc quels sont les points forts de cette approche? Comme je le disais, c'est une approche très orientée objet. Donc forcément, qui dit orienté objet dit réutilisabilité et extensibilité accrue, parce que le paradigme objet a été créé pour ça. Donc ça convient très bien, du coup, aux logiques complexes, donc une logique avec beaucoup de concepts, beaucoup de relations, etc., etc. Et troisième point fort de ce genre d'approche, c'est que la testabilité est améliorée. Donc ici, par testabilité, j'entends test unitaire. Vous pouvez tout à fait avoir une méthodologie comme test driven design, par exemple, où vous écrivez votre code pour concevoir le code codé. Enfin le code réel, le code productif. Donc vous pouvez tout à fait utiliser TDD par exemple pour concevoir votre domaine modèle. Les points faibles de cette approche, c'est le premier point faible, c'est qu'il a un coût initial de mise en place et de maintenance assez élevé par rapport à transaction script. Alors la raison, c'est que lorsque vous allez implémenter en transaction script, vous allez écrire du code un peu ad hoc, je dirais, donc à chaud quoi. Tandis que dans ce genre d'approche, vous avez besoin d'une réflexion initiale. C'est-à-dire que déjà, vous devez concevoir vos petits objets. Et ensuite, les combiner ensemble, trouver les places de chaque logique, je le mets plutôt dans commande, dans machin, donc ça nécessite beaucoup plus de réflexion dès le début, donc un coût de mise en place un peu plus élevé au départ. Deuxième point faible de ce genre d'approche, c'est que ça nécessite de vraies compétences objets de la part de vos développeurs ou de vos architectes. C'est pas toujours évident de programmer objet. On peut tout à fait programmer procédural avec des langages objets, type C#, VB.NET. Transaction script en était un exemple précis. Donc ça nécessite de vraies compétences pour pouvoir modéliser, créer les petits objets. Et troisième point faible de ce genre d'approche, c'est que le mappage avec le système de persistance est beaucoup plus complexe. Vous savez que le monde objet, donc avec les paradigmes objets, l'héritage, le polymorphisme, tout ce genre de choses, ce sont des choses qui n'existent par exemple pas dans la base de données relationnelle. Dans la base de données relationnelle, on parlera plutôt de clés étrangères, d'associations, etc. Donc vous avez besoin d'une couche entre les deux pour faire le mappage, la traduction des concepts entre les concepts, qu'il faut probablement écrire, mais on verra tout à l'heure. C'est résolu de nos jours, je dirais. Donc l'antipattern fréquent dans ce genre d'approche, c'est l'antipattern qu'on appelle anemic domain model. Alors qu'est-ce qu'un anemic domain model? Un anemic domain model, c'est, à première vue, si vous regardez l'application, eh bien vous allez avoir l'impression que c'est un domaine modèle. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs petits objets, probablement peut-être des héritages, ce genre de choses. Donc vous allez vous dire, ok, c'est objet. Mais la différence se fait que lorsque vous allez rentrer dans le détail d'une classe, vous allez très vite vous apercevoir qu'en fait les classes elles n'ont pas de logique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode dedans. Vous n'allez avoir que des getters et des setters.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle Anemic Domain Model. Alors pourquoi c'est un anti-pattern? Simplement parce que vous perdez toute la force du domaine modèle, donc le fait de pouvoir utiliser l'objet, séparer les logiques. Ça veut dire que si votre logique n'est pas dans le domaine modèle, ça veut dire qu'il est quelque part ailleurs, peut-être dans les couches, présentation ou ailleurs. Donc forcément, vous allez avoir la lourdeur de l'objet, avec les héritages, etc., sans avoir les avantages. Donc c'est pour ça que c'est un anti-pattern. Et donc, troisième pattern d'organisation de la logique métier qu'on va voir ici, c'est le pattern qu'on appelle service layer. Alors, service layer, c'est pas vraiment une alternative entre domaine modèle et transaction script. C'est plus souvent, la plupart du temps, un complément de domaine modèle. Alors, qu'est-ce qu'un service layer? Eh bien, service layer, c'est juste un ensemble d'objets, donc qui constituera une sorte de couche. Et le rôle de ces objets, ça sera de servir de point d'entrée à tout système extérieur à votre système. Donc, par exemple, l'IHM, d'autres systèmes qui veulent peut-être correspondre avec votre système. Tous ces éléments extérieurs, tous ces composants extérieurs vont passer par le service layer pour communiquer avec votre système. Alors le service layer, par contre, il a un rôle bien précis. Il va juste orchestrer les demandes, d'accord, pour chaque use case, donc il va juste orchestrer les demandes. Mais par contre, pour tout ce qui est calcul de logique, il va déléguer tout ça au domaine modèle qui est en dessous. Donc en général, ce sont des couches qui sont assez fines. D'accord. Et vous remarquerez d'ailleurs sur l'illustration, on se demandait tout à l'heure pourquoi il est dans le domaine modèle, on n'a que les domaines logiques, mais en fait, service layer est la place idéale pour mettre les applications logiques. Donc si vous avez des gestions d'autorisation, vous gérez plusieurs utilisateurs avec des autorisations. Si vous voulez mettre une gestion transactionnelle sur chaque méthode, mais c'est l'endroit idéal pour ce genre de choses. Ok, alors maintenant la question qu'on peut se poser, c'est bien tout ça, mais comment on peut choisir alors? Et c'est une question très intéressante. Et en fait, ici, je vous montre un graphe qui est très informel. C'est juste pour donner un peu la vision de ce que je disais tout à l'heure. Donc, vous avez sur l'axe des Y le coût de la mise en place et de la maintenance. Sur l'axe des X, vous avez la complexité de la logique métier. Et on constate très bien que, par exemple, transaction script, lorsque la logique métier est faible, c'est-à-dire simple, eh bien, le coût de mise en place initial est très intéressante parce qu'elle est basse. D'accord ? Par contre, dès que la complexité augmente, transaction script a du mal à suivre. À contrario de domaine modèle, qui a un coût initial de mise en place qui est un peu élevé. Par contre, lorsque la complexité augmente, domaine modèle s'adapte très bien. Donc c'est pour cette raison d'ailleurs que comme les applications d'entreprise en général sont des applications complexes, les gens aiment bien choisir domaine modèle, c'est ce qu'on va essayer de faire ici aujourd'hui aussi. Donc les patterns qu'on verra par la suite sont plus ou moins reliés à domaine modèle. Donc ça, c'était la première problématique qui nous intéressait. C'était une problématique intéressante. Ici, on va attaquer la deuxième problématique, donc le code d'accès aux données. Comment est-ce qu'on peut organiser notre code d'accès aux données? Et on va voir le premier pattern qui nous intéresse, qui s'appelle donc Data Mapper. Alors, qu'est-ce qu'un Data Mapper? Donc, le Data Mapper, j'en ai un peu discuté tout à l'heure dans le domaine modèle, lorsque j'évoquais les points faibles du domaine modèle. Le Data Mapper, son rôle, ça sera de traduire votre domaine modèle en base de données relationnelle, par exemple. Comme je le disais tout à l'heure, le monde relationnel et le monde objet ne sont pas pareils, il y a des propriétés qui sont différentes. Donc il faut traduire ces propriétés-là d'un monde à l'autre. Donc ce sera le rôle du data mapper, c'est-à-dire que votre domaine modèle pourra évoluer presque indépendamment de votre base de données. Vous pouvez tout à fait avoir des objets, des objets qui existent dans votre domaine modèle qui ne seront pas dans la base de données, et vice-versa, non, mais dans ce sens-là, oui. Donc le data mapper, ça sera son rôle. Alors typiquement, une implémentation de ce genre de pattern, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les outils OR mapping, donc Object Relational Mapping. Le rôle de ce genre d'outil, c'est vraiment de faire la traduction entre le monde objet et le monde relationnel. Deuxième pattern qui nous intéresse, donc c'est le pattern qu'on appelle repository, pattern d'accès aux données aussi. Alors qu'est-ce que le pattern repository? Son rôle à ce pattern, ça sera d'isoler le domaine modèle. Votre domaine modèle va concentrer toute la logique métier de votre application. Donc on va pouvoir l'isoler grâce au pattern repository, dont le but, par exemple, est de pouvoir le tester unitairement plus facilement. D'accord? Donc en fait, on va isoler le domaine modèle, on va le découpler totalement de la couche de persistance, et de ça résulte qu'on peut le tester facilement, puisqu'il est isolé, on peut le tester facilement. Nous verrons un exemple je vous montrerai un exemple dans l'exemple d'implémentation. Donc la troisième problématique, et dernière qui va nous intéresser, c'est la gestion de la distribution. La distribution, de nos jours, comme je le disais, elle est partout. Donc, les applications communiquent à travers le réseau. Ça a des répercussions parce que ça veut dire que
Il faudrait qu'on optimise, le réseau est un peu lourd, donc il faudrait qu'on optimise les échanges réseau, aussi bien en termes de nombre d'appels qu'en termes de quantité de données qui circulent. Et ça sera le but des patterns qu'on verra ici. Le premier, donc, c'est ce qu'on appelle Data Transfer Object. Je pense que vous avez déjà sûrement entendu en parler. Ou DTO, donc. Alors, le DTO, ça sera quand son rôle? Eh bien, le rôle du DTO, ce sont souvent des objets, enfin, pas souvent d'ailleurs, ce sont des objets qui ne contiendront que des données. Donc, typiquement, pas de logique du tout, pas de méthode, que des getters et des setters. Et le rôle de ce genre d'objet, c'est d'optimiser les échanges réseau. Donc, aussi bien en termes de nombre d'appels. Alors, comment il optimise le réseau en nombre d'appels, mais simplement les DTO, souvent, ce sont des objets qu'on appelle à forte granularité. C'est-à-dire que ce sont des objets d'agrégat, donc qui regroupent plusieurs choses. Vous faites juste un seul appel, vous rapatriez tout côté client, par exemple, et vous travaillez avec, plutôt que de faire plusieurs appels, parce que pour optimiser le réseau. Ou à contrario, pour alléger le réseau, si vous avez un gros objet qui s'appelle client, qui a plein de champs, et que vous avez, en fait, juste côté client, vous avez besoin d'afficher le nom et le prénom, mais ça ne sert à rien de tout rapatrier. On va créer un DTO qui contiendra que le nom et le prénom, et on va rapatrier cet objet-là. Donc ça, c'est le rôle du DTO. Et le dernier pattern qu'on va voir, qui a un peu le même but que DTO, donc optimiser les échanges réseau, c'est le pattern qu'on appelle remote facade. Alors le remote facade, c'est une couche d'objets aussi pareil. Il va se placer souvent par-dessus le service layer. Donc si vous implémentez un service layer, il va se placer par-dessus, et son rôle, ce sera pareil que DTO, donc ça sera optimiser les échanges réseau. Comment il fait ça? Simplement en offrant des méthodes à plus forte granularité, encore une fois. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si par exemple dans votre service layer, vous avez une méthode qui s'appelle commander un article, et bien dans votre remote facade, probablement vous allez avoir une méthode qui est à granularité plus haute qui s'appellerait commander plusieurs articles. Donc de ce fait, lorsque vous allez vouloir commander plusieurs articles en même temps, mais vous allez vous appelez votre remote facade avec une seule méthode, et ça limite les échanges réseau. Il y a aussi d'autres avantages à utiliser un remote facade, nous le verrons aussi dans les exemples d'implémentation. Et d'ailleurs, on y arrive aux exemples d'implémentation. Parce que comme disait une des lois de Murphy, en théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique, mais en pratique, il y en a. Donc c'est important de voir les démos. Donc ici, je vous remontre un peu quand même ce que je vous montrais au début, donc, avec tous les patterns. Ici, l'application que je vais vous montrer va être architecturée comme ça, donc j'ai choisi d'utiliser un domaine modèle. Donc on verra les implémentations de ces patterns-là. Alors je vous la montre. Donc je vous explique un peu quand même l'application, avant de vous la montrer. Hop. Donc c'est une application client-serveur, utilisant WPF pour le côté client et WCF pour le côté service. Je suis désolé pour les développeurs web, mais je ne connais pas trop. Donc voilà, donc cette application, elle va faire quoi? Eh bien, en fait, ici, j'ai repris un peu une problématique qu'on a à Cité Gestion, à use case, mais évidemment très simplifiée. Alors, nos clients ont souvent des centres d'appel avec des opérateurs téléphoniques. Donc, les gens appellent ces gens-là, ils leur disent, OK, je vous appelle parce qu'on a un feu rouge qui est en face de chez nous, là, qui a le support plié en deux. D'accord? Donc, l'opérateur, il va faire quoi? Il va utiliser notre logiciel, en fait. Il va créer ce qu'on appelle un signalement. Alors, un signalement, c'est un terme métier. Et le signalement, en fait, il regroupe une panne et un objet patrimonial. Donc un feu rouge avec une panne, par exemple, support arraché. Alors je vais tout de suite lancer l'application, comme ça je vous explique en même temps. Donc je me connecte ici en tant qu'opérateur. Hop. Donc ici, on va arriver directement sur un écran qui s'appelle signalement en cours. Donc l'opérateur a créé plusieurs signalements. Et vous remarquerez que donc, pour un signalement, il y a quatre caractéristiques, c'est assez simple. Hein. Donc déjà, il y a des signalements qui sont urgents ou non, donc à dépanner plus vite ou non. Un signalement possède ce qu'on appelle une date maximale de dépannage. Donc selon que ce soit urgent, il faut vite le dépanner, sinon, si ce n'est pas urgent, voilà, il faut attendre un peu. Cette date est générée, donc c'est calculé automatiquement selon des algorithmes différents. D'accord ? La date de constat, donc c'est la date de constat du signalement, c'est le moment où le mec appelle pour dire voilà j'ai un problème en face de chez moi. L'objet patrimonial concerné, donc ça peut être un feu rouge ou n'importe quoi. Et puis le type de panne, donc le support est arraché du sol par exemple ici. Eh bien l'opérateur lorsqu'il reçoit un appel, il va faire ceci, donc il va créer un signalement. Par exemple, donc il va choisir l'objet en panne. Ici je choisis un radar qui se trouve à Paris et je dis qu'il a un support arraché. Donc la panne, vous remarquerez qu'il y a des pannes modérées et des pannes graves. Les pannes graves donnent lieu à des signalements urgents, ou non.
Enfin, les pannes modérées, non, les pannes graves, si, pardon. Voilà, donc après, il fait son truc, il crée le signalement, il saisit la date de constat du signalement, donc le 7 février, ça me convient bien, et puis il crée. Et donc là, il a été créé ici. C'est pas terrible en interface, mais... donc il a été créé ici. Vous remarquerez que la date de dépannage, on l'a pas saisie, mais par contre, elle a été générée automatiquement, par exemple. Et puis, vous avez toutes les infos qu'on a saisies, par contre. Voilà un peu comment fonctionne l'application, et maintenant, on va s'intéresser à l'architecture, comment c'est fait. Donc, je vais mettre Visual Studio. Hop, 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 hop. Aïe. Eh ben, parce qu'il est difficile de viser de côté. Ah, voilà. Donc voilà, il faut que je me mette là parce que j'ai pas l'écran dupliqué. On va s'intéresser dans un premier temps donc au domaine modèle. Alors à quoi ressemble un domaine modèle? Ici j'ai fait un projet donc qui contient le domaine modèle proprement dit, donc vous avez plusieurs objets. Et ici j'ai fait un diagramme de classe pour illustrer un peu très vite ce qu'on veut voir. Donc ici par exemple vous remarquerez qu'on a plusieurs objets, donc ce qu'on disait tout à l'heure, les signalements, les objets patrimoniaux, les pannes, etc. Ça ce sont les composantes donc du domaine modèle. Un des avantages du domaine modèle lorsque vous l'implémentez aussi, c'est que vous pouvez tout à fait implémenter des design patterns classiques, donc les design patterns GOF, Gang of Four. Ici par exemple, pour calculer la date automatiquement générée dont je parlais tout à l'heure, j'utilise une implémentation du design pattern stratégie. Je vais essayer de le baisser un peu. Voilà, c'est cette partie-là. Hop, ici, hop. Donc il y a une stratégie de calcul des délais normaux et des délais urgents. Donc ça, c'est un avantage déjà de ce genre d'approche. Deuxième chose, on parlait des repositories tout à l'heure. Et en fait, le repository, donc vous pouvez l'implémenter comme ceci. Vous avez dans votre domaine modèle, vous pouvez implémenter des interfaces de repository. Ici, typiquement, j'ai une classe, une interface de base, et puis j'ai d'autres interfaces qui héritent de ça pour chaque objet, signalement, panne, objet patrimonial. Et dans votre repository, évidemment, vous avez les méthodes d'accès, donc ajouter, supprimer, update, etc. Mais l'avantage d'un repository, c'est que vous pouvez aussi être beaucoup plus expressif dans les méthodes que vous implémentez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir que add, create, delete, enfin les crudes, quoi. Donc vous pouvez tout à fait, par exemple, mettre des choses beaucoup plus expressives. Je ne sais pas si tout le monde voit. Ici, là, par exemple, j'ai mis span reported. Voilà. Donc ça, c'est un avantage aussi. Puisqu'on est donc sur le repository, on va s'intéresser à la couche Data Access. Donc, je parlais du repository. Ici, j'ai créé un projet donc concret. Dans le domaine modèle, vous allez avoir des interfaces, et puis vous allez les implémenter concrètement ici dans le projet repository. Par exemple, vous avez un signalement repository, donc qui est l'implémentation de l'interface e-signalement repository. Et dedans, j'utilise comme data mapper Entity Framework V2 4.2 pour ceux qui connaissent. Donc, en utilisant l'approche code first, on appelle ça. D'accord, donc c'est simplement ça. Add, voilà, on appelle le data mapper pour persister tout ça. Donc ça, c'est la couche d'accès aux données. On en a vu deux. Et la dernière partie qu'on n'a pas encore vue, c'est tout ce qui est dans la couche service. On va commencer par service layer. Donc service layer, ça ressemble à ceci. Vous avez donc la méthode create signalement qui correspond à mon use case de création de signalement. D'accord. Dedans, je peux mettre une gestion transactionnelle, comme je disais tout à l'heure, typiquement ici. Je peux mettre une gestion, on va pas tout, mais une gestion d'autorisation. Donc, je peux par exemple faire appel à un service d'autorisation pour demander si l'utilisateur courant a le droit de faire ce qu'il demande à faire ou non. Et par la suite, par contre, je fais appel au domaine modèle pour tout ce qui est logique. Par exemple, de calcul de délai, le délai généré automatiquement de tout à l'heure, eh bien, c'est ici que je vais faire appel au domaine modèle pour qu'il le fasse. D'accord? Donc ça sera le rôle du service layer. Par exemple, cette méthode create signalement, en fait, elle est très petite. Très petite, hop, voilà. Vous voyez, c'est assez light en fait, comme implémentation. A contrario, si on avait implémenté ce genre de choses en transaction script, mais en fait, typiquement, vous aurez exactement comme un service layer, mais la différence entre un transaction script et un service layer, c'est que dans le service layer, le domaine logique va être calculé dans le domaine modèle. D'accord? Tandis qu'en transaction script, vous allez tout avoir là-dedans. Probablement, peut-être avec d'autres petites méthodes en dessous qui sont appelées de temps en temps, mais l'idée est là, quoi. Donc, une fois qu'on a notre service layer, eh bien, on va, par exemple, mettre un remote façade par-dessus.
Le remote façade que j'ai, il est implémenté comme ceci. Donc ici, j'utilise WCF, comme je disais tout à l'heure. Et bien, typiquement, avec le remote façade, si vous implémentez ce genre de pattern, c'est là où vous pouvez l'attacher à une technologie de transport particulier. Ici, j'utilise WCF. Si un jour je décide de changer, d'utiliser une autre techno, ben je crée juste un remote façade par-dessus mon service layer. Et le remote façade, dans son implémentation, il est très très light aussi. Donc, par exemple, ici, j'ai une méthode qui s'appelle create many signalement. Hop. 110. Vous voyez au fond, j'espère? Oui? Très bien. Donc là, le create signalement, il ne fait rien d'autre que déléguer tout à service layer. D'accord? Donc là, vous avez une boucle, par exemple, pour créer plusieurs signalements. Et typiquement, le remote façade, il va aussi utiliser les objets DTO pour optimiser, comme je disais tout à l'heure, les échanges. Donc là, par exemple, j'ai un objet DTO qui s'appelle signalement groupe DTO, qui contient plusieurs signalements. C'est un objet d'agrégation, en l'occurrence. Donc ça permet de limiter les échanges. Voilà pour un peu un exemple d'implémentation possible de ce genre de choses. Nous allons revenir sur les slides. Hop. À chaque fois, j'arrive pas à retrouver la chose. Ah, si. Bon alors. Bon. Donc, ça, ce sont des exemples d'implémentation possibles. Hein. Vous pouvez tout à fait l'implémenter selon votre contexte, le contexte de votre projet. Et maintenant, nous allons nous intéresser à deux concepts relativement jeunes, comme je disais tout à l'heure, donc que sont Domain Driven Design ou DDD, et Command and Query Responsibility Segregation ou CQRS. Alors ici, aujourd'hui, je vais vous faire une introduction, parce que ce sont vraiment, chacun est un gros domaine, qui nécessiterait peut-être même pas 1 heure de session, plus 2 jours de session, voire plus pour chacun. Mais ici, on va essayer de voir ce que c'est, et ce que ça peut nous apporter éventuellement. On va commencer par Domain Driven Design ou DDD. Alors, qu'est-ce que DDD? Eh bien, DDD a été créé donc par un développeur chevronné qui s'appelle Eric Evans. Il a été formalisé, créé en 2004. Il l'a formalisé dans son livre qui s'appelle pareil, ce qu'on appelle aujourd'hui de nos jours la Bible bleue. On aime bien l'appeler comme ça. Donc, ce livre-là. Alors, Eric Evans a écrit ce livre et a créé cette notion parce qu'il a fait 2 constats que voici. Donc, le premier constat qu'il a fait, c'est que il a constaté que malgré les évolutions technologiques du monde de l'informatique, malgré qu'il y a beaucoup de gens qui sont très capables de faire des choses très intéressantes techniquement, eh bien, développer des applications avec des domaines complexes reste quand même très difficile. D'accord? Donc il en a déduit en fait que la vraie complexité ne réside pas forcément dans la technique. Il y a des projets effectivement qui sont très complexes techniquement, mais la plupart de nos projets, la vraie difficulté se trouve vraiment dans le domaine, dans la compréhension du métier de notre client, donc de comment il fonctionne, etc. Donc ça c'est le premier constat qu'il a fait. Le deuxième constat qu'il a fait, c'est que le design dans le cadre de la programmation, enfin de votre projet, le design peut conditionner jusqu'où votre projet peut devenir complexe, c'est-à-dire que un mauvais design, eh bien vous allez très vite avoir de la complexité dans votre projet. Donc plus vous allez avancer dans le temps, plus ça va devenir complexe et plus ça va devenir plus long à implémenter des fonctionnalités, etc. Tandis que par exemple un bon design, eh bien déjà ça vous facilite un peu plus la tâche au fur et à mesure du temps, normalement. Ça c'est la théorie. Et en plus, si votre compréhension de votre programme est bien claire, eh bien vous allez aussi avoir des opportunités. Donc vous pouvez peut-être regarder votre design et vous dire mais attends, mais je peux faire ci avec ça. Vous avez peut-être imaginé des fonctionnalités que le client lui-même n'aurait pas encore imaginé, mais qu'il va imaginer par la suite. Donc ça, c'est les constats qu'il a fait. Mais pourquoi DDD? Donc simplement DDD, il a créé DDD pour que nous puissions, nous développeurs, pour nous aider à gérer des domaines qui s'attaquent à des domaines complexes. DDD a été donc créé pour ça. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? Alors DDD n'est ni une architecture, ni une méthodologie. D'accord? C'est plutôt une philosophie d'approche. Donc c'est une approche du développement, mais qui va mettre 2 priorités qui va considérer 2 priorités, prioritairement. Je n'ai pas trouvé d'autres mots. Donc la première priorité, ça sera de la compréhension du domaine, de votre métier, de votre client. Donc on va beaucoup insister sur ce point. Les développeurs, tous ceux qui participent au projet, développeurs, architectes, experts métiers, eh bien ils doivent toujours penser à comprendre le métier du client. Ça c'est le premier point, donc la première priorité. Et la deuxième priorité,
c'est qu'on va toujours utiliser ce qu'on appelle des modèles, donc pour représenter le design lorsqu'il est complexe. Donc ce qu'on appelle modèle, vous avez par exemple dans le monde on utilise ça, Cité Gestion, on fait de la cartographie. Eh bien, vous avez le monde réel, et puis vous avez plusieurs cartes qui peuvent représenter ce monde, avec des petits points dessus, par exemple. Donc c'est les modèles, on modélise le monde réel, et DDD va mettre le modèle vraiment au centre de l'échange, au centre du projet. Donc on parle aussi de model driven design d'ailleurs, ici. Donc, si vous voulez appliquer DDD, qu'est-ce qu'on peut faire alors, par exemple? Un prérequis essentiel de DDD, comme une des priorités, c'est de comprendre le métier de votre client, eh bien, il faut que vous ayez un expert métier. D'accord? Vous ne pourrez pas appliquer les DDD si vous n'avez pas d'expert métier. C'est lui qui va vous expliquer comment fonctionnent certaines choses. Alors, l'expert métier n'est pas forcément utilisateur du logiciel, c'est simplement quelqu'un qui comprend bien le métier, qui peut vous expliquer des subtilités peut-être ou des termes qui ne sont pas clairs. Donc, une fois que vous avez votre expert métier, eh bien, vous allez, avec lui, avec votre équipe de dev, avec vos architectes, définir ce qu'on appelle l'ubiquitous language, donc ou UL. Qu'est-ce que l'ubiquitous language? Donc le langage d'ubiquité en français. Eh bien, l'ubiquitous language, c'est un ensemble de termes. En fait, dans un projet, je pense que vous avez tous expérimenté ça. Souvent, dans un projet, lorsqu'on échange, donc on parle par exemple entre développeurs ou entre clients, enfin avec le client, etc. On dit des termes, on dit produit par exemple. Et puis, en fait, en réalité, chacun a une compréhension différente de ce qu'on appelle produit. D'accord? Même entre développeurs, des fois, les termes ne sont pas clairs. Eh bien, le but de l'UL, ce sera de prendre tous les termes du projet, donc du métier, de les éclaircir, de leur donner une vraie sémantique dans un contexte. Et puis, tout le monde va utiliser ce terme-là donc pour les échanges verbaux entre les gens. On va aussi utiliser les mots de l'ubiquitous language pour faire le modèle. Donc, quand vous allez créer votre domaine modèle, vous allez utiliser les mots de l'UL. Et ça se retrouvera aussi d'ailleurs dans votre code. Donc ça, c'est ce qu'on appelle UL. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, vous allez modéliser donc votre domaine modèle, parce qu'avec Domain Driven Design, donc vous allez souvent utiliser un domaine modèle. Vous allez utiliser votre UL pour créer votre domaine modèle. Donc les noms des objets représenteront probablement peut-être des concepts qui existent dans la vraie réalité, qui sont des termes utilisés fréquemment par les experts métiers, par exemple, ce genre de choses. DDD, dans le livre d'Eric Evans aussi, il définit quelques patterns pour nous aider à implémenter notre domaine modèle. Donc ici, j'en cite quelques-uns, je ne vais pas les détailler. Mais vous avez par exemple ce qu'on appelle aggregate roots, entity, value objects, domain services, factories, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important dans DDD. Et puis un point, l'avant-dernier point qui est important, si vous voulez appliquer DDD, c'est ce point-ci aussi, c'est de ne pas hésiter à refactoriser, puisque la priorité de DDD, c'est de comprendre le métier de votre client. Eh bien, ce qui se passe souvent, c'est que dans un projet, lorsque vous allez commencer, vous discutez avec l'expert métier, etc., eh bien, les termes ne seront pas tout de suite clairs. D'accord? On ne comprend pas tout de suite, c'est normal. Mais par contre, on va quand même commencer à développer les choses. Et puis, voilà, ça avance, et puis 3 mois après, on revient sur un concept, le développeur, et puis on se rend compte que, on a ce qu'on appelle, les Américains appellent les aha moments, le moment où on fait aha, mais c'est vrai, j'ai compris. Donc, on a ces moments-là, et puis, DDD dit que lorsqu'on arrive à ce genre de moment, eh bien, il ne faut pas hésiter à refactoriser, donc redéfinir votre UL, remodifier votre modèle, votre code, dont le but étant d'éclaircir le code et d'éclaircir la compréhension du domaine. Donc c'est en ce sens que le DDD est plutôt une approche philosophique qui met des priorités avant d'autres. Et le dernier point, donc pour les gros projets, il y a aussi des stratégies qui sont définies dans le livre d'Eric Evans. On parle de bounded context, de context mapping, etc., que je ne vais pas détailler. Voilà pour DDD, donc c'était vraiment une petite introduction. Comme je vous disais, c'est très large comme concept. Donc c'était vraiment juste une introduction. Maintenant, nous allons nous intéresser à une deuxième notion relativement jeune aussi, pareil, et qui est d'ailleurs beaucoup reliée à DDD. Les gens appliquent beaucoup à DDD avec ce genre de pratique aussi. Et d'ailleurs, ça a été connu au départ comme DDD, donc 4D. ça fait beaucoup. Le premier D étant pour Distributed, donc Distributed Domain Driven Design. Mais aujourd'hui, donc, il est connu comme sous ce nom-là, donc Command and Query Responsibility Segregation. CQRS, pour faire simple. Alors, CQRS, ça vient d'où? Eh bien, l'origine de CQRS, en fait, c'est issu de discussions de développeurs sur les forums de discussion. Donc, les gens discutaient de certaines problématiques. Et puis, au fur et à mesure, a émergé une idée. Et il y a des gens, du coup, des gens très compétents, comme Greg Young, depuis 2009, qui ont commencé à les populariser. D'accord? Je cite aussi Woody Dahan,
qui est aussi un bon évangéliste de CQRS. Donc l'origine, ça vient vraiment des développeurs, mais ces gens-là, on les a popularisés. Alors pourquoi CQRS? Eh bien, les discussions sur les forums tournaient essentiellement sur des problématiques comme par exemple, comment est-ce qu'on peut implémenter des domaines modèles plus faciles, plus simples de lecture, plus simples d'accès. Donc ils sont arrivés à CQRS. CQRS permet de simplifier un peu votre domaine modèle, premier point. Deuxième point, il va aussi faciliter l'extensibilité de votre application. Alors extensibilité, ici, j'ai pas trouvé meilleure traduction, mais on parle de scalability en anglais. D'accord? Donc la mise à l'échelle, peut-être, je ne sais pas si ça convient vraiment. Donc CQRS va nous permettre de pouvoir avoir une application beaucoup plus extensible, beaucoup plus scalable. Troisième point, CQRS va nous permettre d'améliorer les performances de notre application. Nous allons voir comment, dans le prochain slide justement, ou le prochain. Et tout ce qu'on n'a pas encore découvert, parce que c'est un concept qui est relativement jeune, et donc le feedback sur le terrain n'est pas encore très très important, et on n'a pas encore connu tous les avantages ni les inconvénients. Il y a quelques inconvénients aussi. Mais bon, j'en parlerai pas parce que je fais la pub. Mais qu'est-ce que c'est CQRS? Eh bien, CQRS, c'est juste né d'un concept qu'a créé, un principe plutôt, donc qu'a énoncé Bertrand Meyer, qui s'appelle CQS, Command and Query Separation. Bertrand Meyer, c'est celui qui a créé le langage Eiffel, pour ceux qui connaissent, peut-être les vieux développeurs, mais moi j'ai pas connu personnellement. Apparemment, c'était le premier langage objet, donc Eiffel. Alors, ce principe, il dit quoi? En fait, il dit juste, Bertrand Meyer dit que pour interagir avec un système informatique, donc votre système, en fait, il y a deux sortes d'interactions. Le premier, c'est ce qu'il appelle command, où en fait, vous donnez un ordre à votre système pour qu'il modifie son état visible. Donc, ce sont des commandes qui vont modifier l'état visible de votre système. Ici, j'ai quelques exemples. Commander un article, inscrire un nouveau client. Et la deuxième interaction, c'est ce qu'il appelle query, où en fait, là, on va plutôt demander l'état du système, mais sans modifier l'état visible. D'accord? Donc ici, par exemple, on a get sold client, get is article disponible. Et lui, il dit, il faut séparer ces deux interactions-là, il faut séparer. Il ne faut pas les mélanger. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une méthode get sold client qui devra peut-être modifier l'état visible de votre système. Alors, je ne vais pas m'étaler sur CQS, mais pour expliquer simplement quelle est la raison de tout ça, pourquoi voilà. Eh bien, simplement, en fait, parce que lorsque vous appliquez un principe CQS, ça éclaircit beaucoup votre API. D'accord? Donc, souvent, ce qui nous arrive, par exemple, on reçoit une DLL d'un développeur qu'on ne connaît pas. Eh bien, lorsqu'on appelle des méthodes, on ne sait pas exactement ce que fait cette méthode. On sait à peu près comme ça, mais on ne saura pas s'il a des effets de bord, s'il n'a pas d'effet de bord. Tandis que si le développeur qui vous a donné la DLL ou le code applique le principe CQS, eh bien, vous savez que lorsque vous appelez une commande, ça va modifier l'état du système. Lorsque vous appelez une query, ça ne va pas modifier l'état du système. Donc, c'est beaucoup plus sécurisant et ça donne de la clarté, une sémantique en plus. Donc ça, c'est CQS. Eh bien, CQRS, ce n'est rien d'autre qu'une application, mais plus au niveau architectural de ce principe-là. Alors, ça veut dire quoi au niveau architectural? D'abord, je vous montre ce que Greg Young appelle l'architecture stéréotype ou l'architecture standard. Donc, nous avons plusieurs couches avec un domaine modèle au milieu. Et lorsqu'on va vouloir lire des données, ça va commencer comme ça. Donc, les informations vont remonter de la base de données, passer par toutes les couches, arriver à la couche service, il va se transformer en DTO et ça va être affiché côté client. D'accord? Pour l'écriture, ça va dans le sens inverse. Ça va passer par toutes les couches et après, ça va être persisté. C'est une architecture qui marche bien, tout le monde le fait, je pense que la plupart d'entre nous le font comme ça aujourd'hui. Mais il a quand même quelques petits soucis, notamment par exemple si on veut, la plupart de nos applications, en fait les utilisateurs quand ils utilisent l'application, ils consultent plus qu'ils n'enregistrent par exemple. D'accord? La plupart du temps, l'utilisation qu'en fait les utilisateurs, ça dépend évidemment des applications, mais il y a certaines applications où vous avez besoin de plus de performance pour la lecture que pour l'écriture. L'écriture, l'utilisateur peut être tolérant si c'est un peu plus long. Et bien ce genre d'architecture va un peu nous limiter pour optimiser que le canal lecture ou que le canal écriture, parce qu'en fait tout passe par le même modèle, donc par toutes les couches utilisant le domaine modèle, etc. Ça c'est le premier point. Deuxième point, comme les objets passent par toutes les couches, eh bien, le domaine modèle, il aura tendance en fait à être un peu plus complexe. Parce qu'à la fois, il doit gérer tout ce qui est lecture, les objets qui passent d'en dessous vers le haut, les objets qui passent du haut vers le bas. Donc le domaine modèle a tendance un peu à être beaucoup plus complexe. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, simplement, on peut se demander, par exemple, on peut regarder, peut se demander, voilà, si j'ai besoin, côté présentation, juste d'afficher
les informations sur un client qui est dans ma base. Pourquoi je dois passer par la base de données, passer par un outil ORM dans le Data Access, passer par le domaine modèle, couche business, passer par le service. Voilà. Donc on pourrait se poser cette question-là, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de logique métier. Hein. Donc CQRS résulte en fait de tout ça. Alors qu'est-ce que CQRS maintenant? Nous allons le voir. Donc il dit juste, on va faire deux choses. Le système, il y a un côté lecture et côté écriture. Donc command et query. Query et command en l'occurrence. Donc on dit, sur le côté command, on va garder toutes les couches parce qu'il y en a besoin. On a besoin d'avoir un domaine modèle pour notre logique métier. On a besoin d'avoir toutes ces couches, donc on va les garder. Par contre, côté lecture, donc côté query, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir un domaine modèle. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir probablement un outil ORM. Je vais expliquer tout de suite pourquoi. Donc lorsque vous allez faire des lectures et d'écriture dans ce genre de système, eh bien, ça va se passer comme ça. Lorsque vous allez faire une query pour afficher des données sur votre écran, donc en lecture, ça va passer par le canal de gauche. Et en écriture, lorsque vous allez faire des commandes, ça va passer par le canal de droite. Donc ça, c'est juste vraiment une séparation de la lecture et de l'écriture. Alors du coup, en faisant ça, en fait, ça a beaucoup de répercussions très intéressantes. Déjà, première répercussion, c'est que comme les modèles de query, donc les modèles de lecture et d'écriture sont différentes, vous pouvez tout à fait affecter une équipe dédiée qui va faire que la lecture, qui vont programmer que ça, parce qu'il n'y a pas de complexité de la logique, il n'y a pas beaucoup de logique, et une autre équipe qui va qui va développer que le côté command. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans ce genre d'approche, vous pouvez tout à fait arriver à ce genre de schéma. Donc, au lieu d'avoir une seule base de données, probablement séparer physiquement les bases de données, ou même physiquement aussi le côté query et command. D'accord? Évidemment, il y a quand même un système entre les deux qui vont relier les deux mondes, parce que c'est une seule application, donc il y a quand même besoin d'avoir une relation entre les deux. Ça, c'est le deuxième point. Et troisième point important, on parlait tout à l'heure de la performance du côté lecture, voilà. Et bien dans ce genre d'approche, vous pouvez tout à fait designer votre base de données côté lecture de la façon la plus simple possible, c'est-à-dire d'avoir des tables très dénormalisées. D'accord? Dans le côté écriture, vous allez probablement avoir des tables qui sont beaucoup de tables, clients, produits, etc., etc. Dans le côté lecture, vous n'avez pas besoin d'avoir ça. Vous pouvez designer tout à fait votre table pour qu'il corresponde exactement à ce que vous voulez afficher à l'écran. D'accord? Typiquement, même, si vous utilisez du MVVM, WPF, vous pouvez tout à fait avoir des tables qui correspondent à votre vue modèle. Et du coup, vous aurez côté lecture des requêtes simples lorsque vous voulez lire quelque chose du type select étoile from my view model, etc. Donc ça simplifie vachement, ça rajoute déjà en performance, c'est beaucoup plus performant. Et ça rajoute déjà de la simplicité aussi. Et puis même, vous pouvez aussi arriver comme ça. Donc je parlais tout à l'heure de scalability. Vous savez que le scalability, donc vous avez deux sortes de scalability, ce qu'on appelle vertical et horizontal. Vertical qui consiste à prendre le serveur physique et puis rajouter du matos dedans pour que ça devienne plus puissant. Mais ça a une limite au bout d'un moment parce que vous ne pouvez pas toujours rajouter des choses. Donc on passe à ce qu'on appelle l'horizontal scalability, où on rajoute des clusters de serveurs. Et bien, vous pouvez tout à fait faire ça si vous voulez optimiser que la partie lecture, et bien vous pouvez faire ça. Voilà, ça a été aussi une petite introduction donc à CQRS. C'est très large aussi comme sujet, comme je vous disais. C'était vraiment juste pour vous donner une idée, pour peut-être vous encourager à aller voir un peu plus. Alors, comme conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Je dirais, tout d'abord, si vous n'avez pas tout retenu, ne paniquez pas, c'est normal, parce qu'il y a beaucoup de choses. Si vous êtes nouveau ou neuf plutôt à ce genre de concept, c'est très difficile de retenir tout du premier coup. C'est normal, je vous rassure. Mais l'idée de la session, c'était vraiment juste de vous donner un impact initial pour que vous voyez si ça peut vous intéresser, ce genre de choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point et dernier point, c'est que je pense que les patterns, c'est important. Les patterns, ce sont des concepts. C'est important parce que les technologies évoluent beaucoup. Mais les grands concepts restent tout le temps. Ces patterns-là sont apparus il y a bien des années maintenant, et pourtant, ça s'applique toujours avec les nouvelles technos, WPF, WCF, Workflow, Foundation, etc., etc. Donc ça vaut la peine de s'intéresser à ces patterns-là. Donc d'abord, je vous remercie de votre attention. Ensuite, je vais donner quelques références quand même dans ce livre-là, donc le Martin Fowler. Ce livre-là qui s'appelle Patterns of Enterprise Application Architecture. Très important. La session d'aujourd'hui, toute la première partie est très inspirée de ce livre. Achetez-le, c'est important parce qu'en fait, dedans, Martin Fowler décrit bien ce que je disais là, avec d'autres choses beaucoup plus intéressantes encore. Premier point. Ensuite, si vous voulez avoir des ressources sur DDD, il y a une communauté très active, Domain Driven Design for Work. Ils ont un groupe de discussion sur Yahoo. Ici, je cite 3 livres importants pour commencer. Le premier, tout à gauche, qui s'appelle donc Domain Driven Design Quickly,
C'est un PDF, vous pouvez le télécharger en PDF sur infoq.com gratuitement, c'est offert par infoq.com. Il est bien parce qu'il condense un peu tout ce que DDD est, d'accord. Après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez acheter le livre d'Eric Evans. Mais bon, celui-là, il est un peu très théorique, très conceptuel, donc il est un peu difficile à digérer. Si vous voulez un peu plus de pratique, eh bien, vous pouvez acheter le livre de Jimmy Nilsson qui s'appelle Applying Domain Driven Design and Patterns. Il y a des exemples en C# et VB.net. Pour faire vite, Jimmy Nilsson, c'est un développeur chevronné aussi, pareil. Alors, il avait tendance à comme nous tous au début, avoir une approche très orientée base de données du développement. D'accord. Tandis que quand il a appliqué Domain Driven Design, il a plutôt appliqué une approche orientée objet. Donc, il a fait ce qu'on appelle de la COO, analyse et conception orientée objet. Et c'est intéressant ce retour d'expérience parce que là, il a créé un premier livre justement où il fait l'éloge de tout ce qui approche base de données, etc. Et bien dans ce livre-là, son second, il fait tout à fait l'éloge du contraire. Il explique pourquoi il s'est trompé, etc. Donc c'est très intéressant comme retour d'expérience. Et dernier point, quelques ressources sur CQRS. Le premier, c'est un site que tient Greg Young, donc site de la communauté. Il y a des blogs, il y a plein de blogs sur Internet qui contiennent beaucoup d'informations dans la deuxième ligne. Il y a un Google Groups aussi, une forme de discussion où les gens s'échangent, ils sont très réactifs si vous leur posez des questions, si vous commencez, vous faites très très bien aider. Et dernier point, comme livre, comme c'est un concept assez jeune, pour le moment il n'y a pas beaucoup de livres. Il y a ce livre-là que Greg Young a écrit, donc qui s'appelle Event Centric, qui va sortir, qui n'est pas encore sorti, qui sort en mois d'août, mais vous pouvez déjà le commander sur Amazon. Voilà. Et donc maintenant, j'en ai fini et si vous avez des questions, je suis là pour ça.